Bonjour, j'espère que ça va. Moi ça va, bienvenue dans cette vidéo où on va parler un petit peu en profondeur de la situation entre l'Iran, Israël et les États-Unis. Ce que je voudrais commencer un petit peu à faire, c'est expliquer pourquoi est-ce que ça me paraît important pour moi de faire cette vidéo. Et je vais pas cacher, j'ai préparé quelques, quelques notes qu'on va essayer un petit peu de parcourir. Et il s'agissait de mon premier plan, c'était pourquoi est-ce que je voulais parler de ça. Et en fait, il me semble qu'en France, il y a vraiment un problème d'information sur ce sujet-là en particulier, qui est la guerre entre l'Iran et Israël. Et je dirais qu'il y a plusieurs raisons à cela. La raison un petit peu la plus évidente, c'est que la France est un pays qui est aligné sur les intérêts du bloc occidental, qui appartient à l'alliance de l'OTAN et qui, par conséquent, a des médias mainstream qui euh, euh, ont un certain regard sur ces événements-là. Un regard que je dirais, comment dire, pétri en fait de vieilles certitudes et qui ne permet pas d'envisager ce qui va se passer. Et j'ai l'impression que ce qui domine un petit peu dans le paysage médiatique, c'est une espèce de sidération par rapport à cette situation, que on arrive simplement à commenter en fait ce qui se passe un coup après l'autre, en mode là il s'est passé ça, là il s'est passé ça, mais que il n'y a pas de discours qui viennent de ces médias mainstream et qui arrivent à recalibrer ça dans un récit et dans une perspective un petit peu globale. Or, les événements auxquels on est en train d'assister actuellement vont avoir des impacts globaux, sont des événements globaux, et ils s'inscrivent dans une histoire, ils s'inscrivent dans un contexte, et ils montrent un certain nombre de dynamiques qu'il faut réussir à lire euh, un petit peu finement. Et bon, des os, mais pas des os en même temps. Et c'est un discours qui est orienté politiquement et idéologiquement et qui a une perspective en fait sur ce qu'est le régime iranien, sur le fait que il y a une nécessité en fait de faire chuter le régime iranien. Enfin, il y a un consensus dans la classe médiatique par rapport à ça. Et structurellement, la France est alignée avec l'une des parties prenantes de ce conflit-là. Et donc la perspective qui va être développée par ces médias mainstream, forcément, elle va être orientée aussi. Je voudrais donner un exemple parce que évidemment quand je dis ça, évidemment tout le monde pense peut-être en premier à CNews, à l'islamophobie de CNews, au fait que le régime iranien soit devenu un espèce de talking point, genre dans le discours médiatique, etc., euh, qui est souvent un talking point islamophobe, en fait. Ces barbares qui font des régimes religieux comme nous on faisait au Moyen-Âge et qui ne respectent pas la liberté des femmes, alors que nous, bel Occident, évidemment, tout le monde est libre chez nous. Et on n'a rien à se reprocher, on a évidemment une supériorité civilisationnelle, naturelle là-dessus. Mais bref, donc ça, on l'imagine bien qu'il y a tout ce truc-là, il y a tout ce cadrage-là, parce que la France est une nation impérialiste et elle n'a pas arrêté de l'être. Mais je voudrais donner un petit exemple de comment est-ce qu'on peut avoir des manipulations, y compris dans des médias qui vont pas être des CNews, qui vont pas être des trucs comme ça, mais par exemple le JT de France 2. Et je vais me baser sur un souvenir, mais en gros, euh, je vais voir un petit peu régulièrement ma grand-mère, et avec ma grand-mère, on regarde le JT de France 2. Et du coup, j'ai assez régulièrement, mais ponctuellement, tu vois, c'est pas un truc que je regarde moi toute seule, mais quand je suis avec elle, bah ça m'intéresse de voir un petit peu c'est quoi les informations qu'elle a sur le monde et tout, quoi. Et du coup, je regarde. Et moi, j'ai remarqué, par exemple, sur la guerre en Ukraine, pour vous donner un exemple concret de à quoi ça peut ressembler une manipulation par les médias mainstream qui est un petit peu subtile et tout, mais qui existe, c'est le fait que, en gros, la guerre en Ukraine, ça fait un certain temps maintenant, et il y a eu des moments où il y avait un discours médiatique qui était plutôt en mode l'Ukraine va gagner et on est confiant.
Et à d'autres moments, il y avait un discours qui était plutôt catastrophiste, en mode bon, on ne sait pas si l'Ukraine va tenir, est-ce que l'Ukraine va être capable de tenir et tout. Et moi, j'ai remarqué que dans les périodes où le discours médiatique dominant, c'est que l'Ukraine était en position de se défendre, etc., dans les reportages qui montraient ce qui se passait en Ukraine, il y avait systématiquement, sur les JT de France 2, systématiquement, des images du canon César. Le canon César, c'est une arme qui a été donnée par la France à l'Ukraine, et c'est une arme d'artillerie, hein, ça tire des obus à genre une quarantaine ou une soixantaine de kilomètres, je crois. Et donc ça tire des obus comme ça, et c'est extrêmement précis, et c'est pratique parce qu'en plus c'est monté directement sur un camion, ce qui fait que ça bouge très vite, et donc ça peut tirer d'un coup ici, et puis se barrer pour éviter de se prendre une contre-attaque et de se faire atomiser. Et donc c'est l'une des armes qui a eu un effet tactique sur le terrain qui était les plus intéressants parmi ce qui a été donné à l'Ukraine par le bloc occidental pour mener cette guerre contre la Russie. Et donc évidemment, c'est de fabrication française, etc. Et il y a eu tout un discours sur, voilà, on donne les canons César, on est trop stylé, on a des canons César, c'est trop bien. Et en fait, y compris dans les reportages où ça ne parlait pas des canons César, en mode à aucun moment il y a une voix off qui dit explicitement, qui en parle explicitement de l'existence de ces canons César, il y avait toujours des images de ces canons César. Sachant que du coup, le spectateur a été éduqué à reconnaître ce que c'est, à reconnaître que c'est un marqueur de la présence française. Et donc, lorsque le discours médiatique est plutôt en mode l'Ukraine va gagner, on montre des canons César. Et lorsque le discours médiatique est dans des phases où le truc qui domine, c'est les Russes sont quand même en train d'avancer, etc., et qu'il y a une espèce d'angoisse, là, on ne montre plus les canons César. On n'en parle plus non plus, hein. Mais juste pour vous montrer à quoi ça peut ressembler de manière fine ce genre de manipulation et ce genre de biais structurel dans le traitement de l'information de guerre, quoi. Juste le fait de montrer ou de ne pas montrer, même sans nommer, c'est déjà quelque chose, quoi. Donc voilà, et aussi parmi les médias mainstream, mais pas seulement mainstream, il y a si vous voulez, il y a le discours un petit peu vraiment impérialiste de base, quoi, c'est-à-dire le discours d'enrôlement, le discours qui dit à quel point le régime doit, enfin que c'est une nécessité pour la sécurité mondiale que le régime soit abattu. Il y a ce discours d'enrôlement actif. Et il y a un autre type de discours dont je veux un petit peu parler parce que je pense que nous qui sommes jeunes, on a tendance à aller vers ce type d'information et ça va être ce qu'on peut appeler l'infodivertissement. Donc là, ça va plus être le JT de France 2, ça va plus être CNews, mais ça va être en termes de version mainstream, ça peut ressembler à Quotidien, et en termes de en fait, version un peu alternative, bah, on peut penser à des streamers politiques ou ce genre de choses. Et en gros, le discours de l'infodivertissement, sa caractéristique, c'est qu'il va vachement se focaliser notamment sur les figures de l'impérialisme américain, notamment sur Trump, sur le ridicule de Trump, sur à quel point Trump est fou, le fait qu'il se contredise, le fait que voilà. Mais en gros, ces discours de l'infodivertissement, ils n'ont pas comme objectif d'être factuels, ils n'ont pas comme objectif d'apporter des faits, de diguer en fait, genre de diguer sur un sujet précis, de diguer des faits qui passent un petit peu sous les radars et d'essayer de comprendre comment est-ce que ça dresse une photo un petit peu globale de la situation. Et je vais donner juste un petit exemple, une petite analogie. Mais en termes de petit exemple, ça va être, vous savez, là, le secrétaire de la défense des États-Unis, Pete machin, qui a un tatouage de Templier sur le torse. Donc c'est une information qui est vraie, c'est une information qui est intéressante politiquement aussi, hein. Je veux dire, oui, effectivement, c'est un nazi, c'est un suprémaciste blanc, et les gens qui mènent cette guerre sont effectivement des suprémacistes blancs et des impérialistes, et voilà. Mais il y a un truc où ça ne permet pas de comprendre ce qui se passe en fait, ce qui se passe sur le terrain. Enfin, je veux dire,
C'est pas le fait de guetter un peu les faits et gestes de ces figures-là de l'impérialisme, hein, donc les Trump, les Pitt, machin, là. euh, genre, c'est pas guetter ça qui permet de comprendre ce qui se joue dans la situation concrète. En termes d'analogie, je dirais que c'est un petit peu comme le riot porn de Clément Lano. Et si jamais vous avez la rêve, vous êtes des bons. Mais en gros, le riot porn, c'est les vidéos qui montrent les manifestations et les émeutes en manifestation. Et Clément Lano, c'est un journaliste qui a des liens avec la préfecture et tout, et voilà. Mais comme quasiment tous les journalistes, hein, et qui, comme quasiment tous les journalistes, lorsqu'il y a des mouvements sociaux, des émeutes, des trucs comme ça, reste constamment avec les flics. Et en fait, enfin, c'est un peu comme quotidien ou ce genre de truc où on va que regarder les déclarations de Trump, etc. Quoi, alors que Trump est un énorme menteur. Enfin, je veux dire, si jamais tu veux voir ce qui se passe sur le terrain, demande pas à Trump. Mais ça va être le même truc. C'est le même truc de. On va se focaliser sur le méchant un petit peu, tu vois, ou enfin, je veux dire, celui qui a le pouvoir, quoi. Et on va pas regarder celui qui, dans la situation, a le rapport de force à son avantage. On va regarder que lui, on va pas regarder ce qui se fait en face. Mais en fait, si jamais tu veux comprendre une émeute, il n'y a pas de secret, il faut y participer, parce qu'il n'y a pas de caméra dans les émeutes, et que du coup tu peux pas regarder du riot porn d'émeutes, et voilà. Mais genre pour comprendre une émeute, il faut regarder ce que fait la police, mais ce que font les émeutiers aussi. Et là, c'est un petit peu la même chose dans cet infodivertissement. C'est sûr que c'est en fait beaucoup moins vendeur de parler de la situation concrète. Et voilà, Majtaba Khomeini, le fils de Khomeini qui a été tué le premier jour de la guerre. Mais je vais faire un retour un petit peu factuel sur ce qui s'est passé. Un petit peu une chronologie, donc vous inquiétez pas si jamais vous captez pas toutes les références, mais évidemment que c'est moins sexy et c'est moins vendeur que de parler de Trump, et pourtant en fait il est belligérant au même titre que Trump, et c'est pour comprendre la situation, il faudrait s'y intéresser tout autant. Donc, maintenant que je vous ai dit qu'en France, je trouvais qu'on n'avait pas de bonnes informations sur la situation, je vais vous donner, moi, les sources que j'ai utilisées. Donc, je précise, mais il y a un certain nombre de faits dont je vais parler que je ne vais pas sourcer. Genre, il n'y aura pas de documents où il y aura toutes les sources, machin, parce que je fais ça toute seule et que j'ai pas le time, désolé. Mais par contre, il y a des sources que j'utilise quotidiennement pour me tenir informé de la situation, et donc je voudrais vous faire un petit peu un panorama pour que vous puissiez, vous aussi, si ça vous intéresse, vous pencher dessus. Donc, parmi les sources que j'utilise pour suivre le conflit, il y a une chaîne YouTube qui s'appelle The Enforcer. Alors, c'est une chaîne qui fait de l'OSINT. L'OSINT, c'est l'Open Source Intelligence. Intelligence, ça veut dire renseignement. Donc, l'Open Source renseignement, c'est des gens qui sont pas dans des gouvernements ou ce genre de choses, mais qui, par exemple, ont des bots qui leur signalent lorsque, dans telle région du monde, il y a un truc qui est publié qui implique tel type d'information ou ce genre de choses. Et du coup, ils essaient comme ça de collecter des informations et un petit peu sur tout le monde. Et donc, The Enforcer, c'est une chaîne états-unienne. Ils font des lives de 4 heures, mais ils font aussi un récap de 20 minutes par jour. Donc, je vous conseille de regarder le récap. Et du coup, ils parlent de la situation dans le monde et ils sont très bien renseignés sur les mouvements de matériel militaire, sur les déclarations un peu des uns et des autres, ce que ça dit, etc. Et sur cette source, je vous avertis, ce sont des énormes Américains et ce sont des racistes. Enfin, je veux dire, des fois, ils montrent une image de tel pays et ils tiennent des propos dégueulasses sur ce pays. Ils ont des fascinations pour le matériel de guerre américain, voilà. Donc voilà, ils ont ces biais-là, c'est des gros ricains. Euh, Ils veulent du sang, ils veulent de la guerre. Voilà. Euh, faut...
Soyez pas étonnés si jamais vous êtes malaisé, mais c'est une source d'information qui est très intéressante parce qu'il y a beaucoup de données factuelles par rapport à ce qui se passe. Ensuite, deuxième source, je dirais Paul Warburg. Paul Warburg, qui est du coup un analyste indépendant qui est également américain. Il n'y aura pas que des Américains dans ma liste, mais qui est également américain et qui a des analyses que je trouve assez intéressantes sur l'Ukraine. Et il parle surtout de l'Ukraine, c'est vraiment sa spécialité, c'est de parler du conflit en Ukraine. Et il a des propos que je trouve souvent basés et assez, voilà, souvent basés, quoi. Je trouve qu'il a des analyses qui sont souvent basées et il parle assez peu de ce qui se passe en Iran, si ce n'est pour parler des liens entre ce qui se passe avec l'Iran et l'Ukraine, etc. Mais donc, euh, je vous le conseille. Je crois pas qu'il soit trop CIA, il me semble pas qu'il est trop CIA, mais c'est un américain. C'est un boug qui a travaillé dans la tech, qui maintenant est analyste indépendant parce que sa chaîne YouTube ça a marché, tac tac tac, tu vois. C'est un mec qui est en place, tu vois, au cœur de l'Empire, mais il a des analyses qui sont, je trouve, assez basées. Ensuite, il y a Propaganda. Propaganda, c'est une chaîne où le porte-parole, c'est un Américain d'origine irakienne qui est assez clairement pro-iranien et qui fait des updates quotidiennes. Et c'est souvent très basé factuellement. Il y a souvent beaucoup de faits et il y a notamment un vrai effort pour essayer de capter ce qu'est la stratégie du régime iranien. Il y a un vrai effort pour essayer de casser, vous voyez, le biais qu'il y a dans l'infodivertissement et de vraiment se focaliser. Il y a un vrai effort comme ça. Par contre, je dirais que j'avertirais aussi, au même titre que j'avais averti pour les gros ricains là, j'avertis, moi je pense qu'il y a un biais antisémite chez cette personne et la manière dont ça se manifeste, c'est qu'il insiste beaucoup sur la vision géopolitique donc du grand Israël, mais dans sa version vraiment messianique et où il y a une part importante de judéité qui a à voir avec ça et c'est là que je ferai un petit peu la ligne de démarcation entre ce qui peut être de l'antisémitisme en fait et ce qui est au-delà un petit peu du truc. Pourquoi je dirais que pour moi ça peut être de l'antisémitisme d'insister sur cette dimension-là? Je suis totalement d'accord avec le fait que cette vision elle soit partagée par des gens qui euh, mènent cette guerre au sein de l'appareil d'État israélien. C'est une vision des choses qui est partagée aussi par des fractions radicalisées de la société israélienne et c'est une vision des choses qui est partagée aussi par des évangélistes américains qui sont impliqués au premier plan dans la gestion de ces affaires de guerre. Donc je ne dis pas que c'est un truc dont il devrait être interdit de parler, du fait qu'il y a une dimension eschatologique et il y a une dimension messianique dans cette guerre. Mais et il y a une dimension religieuse. Mais là où je trouve qu'il y a un biais, et que ça, il y a un problème, si vous voulez, pour comprendre la situation, c'est que ces parties prenantes-là, qui sont radicalisées, qui ont évidemment, effectivement, ces visions, en fait, qui donnent une signification religieuse par rapport à leur judéité, de réaliser un projet qui serait le Grand Israël, donc l'hégémonie, en fait, de l'État israélien sur le Moyen-Orient. Ces gens existent, ils sont dans des positions qui font qu'ils sont influents, mais ce conflit, il n'existe pas dans un vacuum, il n'existe pas dans un vide, et en fait, tous ces extrémistes ont des oppositions intérieures, que ce soit en Iran, ça a été très visible, mais c'est aussi le cas en Israël. Il n'y a pas tout le monde qui a cette vision où la judéité est au centre des opérations de guerre, et je entendais bien ce que je dis, parce que il y a 80% des Israéliens, je pense, qui supportent les opérations de guerre, mais ça ne veut pas dire qu'ils mettent la même chose derrière. Et je pense qu'il y en a plein qui sont en mode on est attaqué en tant qu'État-nation et ça va être ça qui va dominer. Mais bref, voilà. Mais surtout, ça n'existe pas dans un vide. Ce que je veux dire par là aussi, donc il y a des oppositions intérieures pour chacun de ces gens, mais il y a également le fait qu'il y a des pays autres en fait qui sont des éléments de la situation. Il y a l'Europe,
la Chine, la Russie et les pays du Golfe qui sont un petit peu des acteurs indirects de la situation. Donc, il n'y a pas que ces gens-là. Et je trouve que, genre, si jamais on parle de cette guerre en Iran en ne parlant que de la dimension messianique du projet du Grand Israël dans la vision d'un certain nombre de personnes, effectivement en Israël, si jamais on insiste trop là-dessus, en fait, je trouve que ça ne permet pas de comprendre la situation dans ce qu'elle a de complexe, dans ce qu'elle a de dépendante, en fait, avec le fait que c'est pas dans un vide et ça se passe dans un monde qui évolue et qui bouge. Du coup, pour moi, le fait de trop insister là-dessus, c'est pas nécessaire d'un point de vue pour comprendre. Du coup, j'ai une suspicion de à quoi ça sert d'insister autant sur la judéité euh, de la situation pour en parler, quoi. Donc j'ai un petit peu cette suspicion par rapport à cette chaîne-là. Donc prenez-le pareil avec des pincettes. Et ensuite, je vais aller assez rapidement pour les autres types de sources. Mais il y a les chaînes Telegram kurdes, donc je vais les mettre au montage. Ça montre bien les chaînes Telegram kurdes que la guerre elle n'est pas dans un vide, il n'y a pas juste l'Iran et Israël, notamment parce que les Kurdes à un moment donné ont été pressés par les Américains et Israël pour essayer d'en faire le fer de lance en fait d'une invasion terrestre, etc. Et en fait les Kurdes actuellement en Syrie, euh, euh, j'ai pas envie de minorer ce qui se passe, donc il y a probablement des crimes de guerre et des crimes de l'humanité, quoi, qui se passent là-bas. Mais je sais pas exactement, enfin bref, je vais pas m'aventurer trop. Mais en gros, les Kurdes en ce moment, la situation en Syrie fait que le territoire autonome kurde en Syrie est menacé activement et que par des trucs qui sont en fait indépendants de la situation entre Israël, les États-Unis et l'Iran, et qui rendrait une implication des Kurdes impossible dans ce conflit. Donc ça montre bien que ça se passe pas dans un vide. Et en termes de dernière chaîne Telegram, Shaheen Azani, donc, qui est un journaliste, un militant qui est basé en France, qui est pro-régime iranien, et qui relaie en fait la communication de guerre du régime iranien, qui par ailleurs a été inquiété dans des affaires d'apologie du terrorisme par rapport à ce qu'il a pu dire par rapport à Gaza et par rapport à ce genre de choses. Euh, euh, donc voilà, plutôt quelqu'un qu'on respecte, quoi. Mais bref, je me rends compte qu'il y aura 2 vidéos sur l'Iran, étant donné que je suis déjà à genre 20 minutes de speech. J'ajouterai juste un dernier point par rapport à la difficulté de se procurer des bonnes informations sur le conflit. Il y a aussi une raison un petit peu structurelle. Je vais juste finir par ça, mais si jamais on fait la comparaison avec l'Ukraine, où on a le théâtre des opérations qui se situe directement sur le territoire d'un État qui est agressé, et qui a en fait intérêt à être dans une logique de quasi-transparence, même s'ils ne sont pas transparents surtout, mais d'être dans une logique de quasi-transparence pour gagner l'opinion mondiale. Notamment, là où ça va être important, c'est quand il y a des crimes de guerre, tu vois, à Bouchka, il y a eu des crimes de guerre par l'armée russe, et on voit bien dans ce genre de situation que le camp agressé sur son sol, il a intérêt à cette transparence et il fait face en plus à un régime qui est un régime de pur mensonge et de pure propagande, quoi. Oui, comment je le justifierais ça, le fait de dire que les Russes c'est juste un régime de pur mensonge, mais c'est juste le fait qu'ils parlent par exemple d'opérations militaires spéciales encore aujourd'hui, alors que ça fait 4 ans qu'il y a bel et bien une guerre à leurs frontières, quoi. Enfin, je veux dire, c'est évidemment une guerre, quoi. C'est évidemment une guerre, et c'est toujours qualifié d'opération spéciale, et c'est toujours mis à distance, et c'est toujours, euh, enfin voilà, euh, le, le, le régime russe est un régime de pur mensonge. Et donc en face de ça, les Ukrainiens ont intérêt à être
dans une logique de plus ou moins transparence. Et c'est ce qui fait que c'est beaucoup plus facile de trouver des informations en France sur l'Ukraine que c'est le cas sur la guerre entre l'Iran et Israël. Étant donné que là, on a une guerre à distance qui a lieu sans que les gens se voient, quoi, et qui a lieu à distance séparée par plusieurs, enfin un millier de kilomètres ou je sais pas quoi, et qu'il y a dans ces deux États un appareil d'État, un appareil sécuritaire qui est omniprésent et qui pratique une politique de contrôle de l'information qui est efficace. Que ce soit en Israël ou que ce soit en Iran, il y a eu des règles de censure militaire qui existent, qui font que les vidéos elles sortent au compte-gouttes, qui font que des fois on est obligé de se baser simplement sur des trucs satellites ou sur des trucs, enfin bref, qui font juste que c'est plus difficile d'avoir de l'information sur ce conflit que ça ne l'est sur l'Ukraine quand on se trouve en France. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire dans la première partie de cette longue discussion par rapport à l'Iran. Je pense que je vais publier les trucs directement à la suite l'un de l'autre parce que voilà. Mais si vous êtes resté à ce point de la partie 1, je vous invite à aller voir la partie 2.